Comment allez-vous depuis la dernière fois? Et oui, parce que finalement, on se retrouve assez régulièrement pour Fenech Security Talk, l'émission avec Georges Fenech. Bonjour Georges. Bonjour Jérôme, comment allez-vous? Alors moi, très bien, mais, Bon. mais je vois vous aussi, ça m'a l'air C'est- resplendissant, c'est le printemps. Voilà, dès qu'il y a un rayon de soleil, moi, ça y est, je me sens plus heureux. Bon. Je suis guilleret. Et alors, Voilà. guilleret, mais toujours le verbe prêt, la verve également, pour l'échange avec notre invité. C'est le major Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Unité de la police nationale. Bienvenue. Merci, bienvenue de m'accueillir. Vous avez bien compris que vous êtes chez Georges, c'est son émission. Néanmoins, on a travaillé. Et pourquoi on vous a invité? Pourquoi on va vous permettre cet échange entre Georges et le major Jean-Christophe Couvi? Eh bien, pour parler de la police. Mais on ne va pas rentrer dans des détails d'ordre politique, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est d'essayer de comprendre, la police est-elle suffisamment armée contre la délinquance? De comprendre les moyens matériels, les moyens juridiques, la police de voie publique. On ira aussi sur cette police, est-elle assez protégée? Comment peut-elle se protéger? Et puis, actuellement, eh bien, par rapport aux réformes, qu'est-ce que vous en attendez, vous, de ces réformes? Êtes-vous partisan aussi d'un véritable continuum de la sécurité? Vous avez le programme? Eh bien maintenant, on va dans l'action. Georges, on démarre dans le vif du sujet, Oui, avec le major. Heureux de vous recevoir, cher Jean-Christophe. Nous vous connaissons, le grand public vous connaît pour toutes les prises de position claires, courageuses que vous avez et la défense des intérêts de votre profession qui est mise à mal, il faut bien le dire. Autant préciser que les Français ont une très bonne opinion de leur police, mais c'est une police qui est confrontée aujourd'hui à des défis majeurs, n'est-ce pas? Alors, la première question qui nous vient à l'esprit, est-ce qu'aujourd'hui, la police nationale, est-ce qu'elle est armée pour exercer ses missions, véritablement? En fait, on va répondre de façon globale. Effectivement, la société est en pleine mutation, on le voit depuis plusieurs années. On a une mondialisation, on doit faire face à la mondialisation. Et donc, du coup, c'est des nouveaux enjeux aussi pour la police nationale. Et moi, je vois mes collègues, quand on parle avec eux sur le terrain, effectivement, ils nous font remonter plein de dysfonctionnements. La police est une machine très lourde à gérer. Et nous, on essaye, en tant que syndicalistes, de mettre un peu d'huile dans les rouages, de faire avancer les choses et effectivement de défendre le métier et surtout les conditions de travail aussi. Parce que quand on est bien dans son métier, on est bien dans sa tête et du coup, on avance et on peut traiter tranquillement, j'allais dire, et sereinement les procédures. Or, aujourd'hui, on voit bien que voilà, tout bouge très très vite. Du coup, on doit s'adapter aussi au monde dans lequel on évolue. Quand vous dites, par rapport à la question de Georges, c'est une machine assez lourde. Si on prend un cas ou un exemple un peu concret, qu'est-ce qui fait que c'est lourd? Ce qui est lourd, en fait, c'est d'apprécier, de donner une généralité, par exemple, sur un mode d'emploi, j'allais dire, de la police nationale, parce que chaque ville, chaque commissariat a ses particularités, et donc il faut aussi s'adapter au tissu local, au tissu délinquant. Et donc, en fait, si vous voulez, effectivement, souvent, le ministère nous donne des grandes lignes directrices, et en fait, après, il faut s'adapter avec les moyens qu'on a. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des effectifs qui sont vraiment à l'os, avec des missions qui ne cessent de nous apporter de plus en plus de travail. Et quand on discute avec nos collègues de terrain, je vais vous donner un exemple tout simple. La semaine dernière, le Bureau national s'était placé à Agen. Voilà, on a fait un constat qu'il y avait 100 policiers. Quand je dis 100 policiers, c'est policiers actifs, pour une agglomération comme Agen qui compte à peu près 65 000 habitants. Voilà. Donc, il y a eu des changements cet été, notamment, par exemple, sur la procédure de garde à vue. Aujourd'hui, une personne gardée à vue peut choisir si elle veut d'être filmée H24, entre guillemets, dans la cellule de garde à vue, ou alors elle dit non, je ne veux pas être filmé parce que j'ai un droit à l'image. Et dans ces cas-là, c'est un policier qui, tous les quarts d'heure, fait une ronde et vient voir si tout se passe bien. Sauf que ça, ça mange des effectifs. Et donc, il faut des effectifs pour rester dans le commissariat, pour s'occuper des gardes à vue. Et en contrepartie, vous ne pouvez pas équiper de police secours. Donc, vous avez un double défi, c'est-à-dire protéger les citoyens dehors, et en même temps protéger les gardes à vue à l'intérieur, avec les mêmes effectifs constants. Pour autant, dit à l'os, c'est quand même peut-être un peu ne pas tenir compte tout de même de tous les derniers budgets
qui ont été quand même en augmentation. C'est vrai pour la justice aussi, mais à l'intérieur, que ce soit sous Darmanin ou actuellement, les budgets sont quand même assez conséquents. Il y a des rattrapages, même si tout n'est pas parfait, loin de là, bien entendu. Bien sûr. Mais la question qu'on se pose tout de même, c'est sur un autre ordre, est-ce qu'il n'y a pas une crise morale, je dirais, au sein de la police nationale, en fait, avec tous les dénigrements, la police qui tue, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une crise morale qui se traduirait dans une crise peut-être du recrutement aussi? Bien sûr. Voilà. Est-ce que c'est encore un des métiers où on s'engage aujourd'hui, quand on est jeune, quand on veut servir ses concitoyens? Est-ce que c'est encore un métier qui a cette valeur-là? Alors, être policier, c'est un métier de conviction. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans la police, c'est quand même pour embrasser une mission, c'est être au service des citoyens, c'est pouvoir les sécuriser. D'ailleurs, on porte cet acronyme de gardien de la paix. Gardien de la paix, ça a son sens. Moi, quand je suis rentré dans la police en 98, je trouvais que c'était un peu suranné. Je dis ouais, ça fait vintage, gardien de la paix, alors que tous les autres pays, c'était agent de police. En Angleterre, c'est constable, etc., etc. Et puis, en fait, au cours de ma carrière, je me suis rendu compte que cette appellation était noble. Parce qu'effectivement, c'est difficile et c'est un engagement de garder la paix sociale en France. Et voilà. Et donc, en fait, on nous donne cette mission de dire vous êtes garant de cette paix civile et sociale. Et on n'est pas gardien de la guerre, on est gardien de la paix. Donc, ça veut dire que le postulat, c'est qu'il y a la paix, il faut la laisser telle qu'elle. Pour répondre à votre question, effectivement, il faut il faut une appétence quand même pour ce métier. Il faut effectivement donner envie. C'est pas moi qui le disais, c'était Johnny, donner l'envie d'avoir envie. Ben là, c'est la même chose. Et quand on voit que tous les jours, on peut faire effectivement le 20h sur un fait divers parce que le policier noyé dans les procédures n'a pas eu le temps de gérer un dossier, par exemple sur les violences intrafamiliales, parce qu'il faut savoir aussi que quand vous êtes enquêteur aujourd'hui, il y a une vraie crise d'ailleurs du secteur de la police judiciaire et de l'enquête. Vous avez par exemple 400 à 500 dossiers en gestation dans votre portefeuille. Et donc vous devez faire une priorité de ce qui vous paraît les plus urgents ou pas. Sauf que donc vous faites un tri un peu comme dans les urgences dans les hôpitaux, sauf que le dossier qui est en bas de la file, qui vous paraît aujourd'hui peut-être un peu moins urgent parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter, eh bien, en fait, peut devenir très urgent parce que la personne pète un câble, va tuer sa femme, etc., etc. Et donc, du coup, ça, vous ne l'avez pas prévu. Et tout de suite, l'administration, c'est ce qu'on appelle le fameux parapluie administratif, on va vous dire, mais comment ça se fait, expliquez-moi, faites vos rapports, etc., etc. Et c'est très compliqué. Et ça, c'est très dur à gérer. Il y a aussi la quête de sens. Aujourd'hui, c'est quoi le métier de policier ? Le policier, j'allais dire, vous voyez, par exemple, vous êtes dans une BAC, vous devez faire de l'initiative. Vous patrouillez, vous sentez qu'il va y avoir quelque chose qui se passe, vous mettez un dispositif en amont pour interpeller des individus parce que vous avez un renseignement. Or, aujourd'hui, on a tellement besoin d'effectifs pour remplir des missions annexes qui sont nobles, mais qui mangent de l'effectif. Par exemple, sécuriser les synagogues, les mosquées, avec des points fixes. C'est les écoles aujourd'hui, puisqu'il faut qu'on fasse des écoles ciblées avec des contrôles, etc., etc. Et le collègue nous dit, moi, aujourd'hui, sur 12 heures de vacation, c'est-à-dire de travail, pendant 10 heures, on a des missions pratiquement de statique, où en fait, on ne fait pas de police, on fait que de la présence pour justement protection de lieux et d'endroits avec eux, par exemple, aussi, on va nous dire, bah, tiens, là, vous allez faire du contrôle routier parce qu'il faut lutter contre, par exemple, les rodéos. Ok, mais pendant qu'on fait du contrôle routier, etc., on ne fait pas de saute dessus ou on ne va pas sur d'autres interventions. Donc c'est très compliqué aujourd'hui et c'est toujours la limite entre le politique qui donne les instructions parce que lui doit répondre à des attentes des citoyens et le policier qui est sur le terrain, qui lui a les citoyens directement en ligne, sans strate, et qui lui ne sait pas forcément répondre aux attentes des citoyens. Il y a aussi, Jérôme, il y a aussi une autre source, on peut dire, de malaise au sein de la police nationale, c'est les rapports que vous pouvez avoir avec la justice. Tout le monde a ce cri en mémoire, le problème de la police et la justice, qui a été lancé devant l'Assemblée nationale, en présence d'ailleurs de votre ministre à l'époque. Est-ce que la question de savoir si effectivement la justice répond, la fameuse réponse pénale, tout le travail que vous faites sur le terrain, ça c'est un point, et en même temps, lorsqu'il y a malheureusement un accident, une bavure, on vous tombe dessus, et ça, on ne peut pas ne pas évoquer ensemble les conséquences sur le plan justement de ces rapports et de cette crise de la morale et du devoir dont je parlais tout à l'heure, de l'affaire Naël, qui, je pense, a dû laisser des traces, qui laisse des traces terribles aujourd'hui.
Alors sur le slogan la police, le problème de la police et la justice, ce jour-là, c'est un slogan qui a été lancé par un autre syndicat et qui n'était pas partagé par tous les syndicats ni tous les policiers. Alors effectivement, ça a choqué l'opinion publique et c'était sûrement fait pour. Sauf qu'après, les policiers eux-mêmes nous disaient ouais, c'est pas totalement vrai parce qu'en fait, on travaille tous les jours nous avec des magistrats. Quand vous faites des affaires, des procédures judiciaires, vous avez le procureur, les substituts, les juges d'instruction, etc. au téléphone. Et effectivement, il y en a avec qui c'est compliqué parce qu'ils ont une idéologie et ça, c'est indéniable. On parle souvent du syndicat de la magistrature. Effectivement, ils ont une ligne politique avant d'avoir une ligne, j'allais dire, judiciaire. Et puis à côté, heureusement, il y a l'immensité, la plus grande majorité des magistrats qui partagent les mêmes affaires que nous, avec les mêmes, des fois, interrogations et la même envie de résoudre ces affaires-là et d'aider les citoyens. Et effectivement, nous, ce qu'on constate, c'est que la police et la justice, souvent on le dit, ce sont les deux jambes de la République. S'il y en a une qui vacille, forcément, elle peut entraîner l'autre aussi, parce que tout est affaire d'équilibre. Et on a laissé trop longtemps la police et la justice de côté, notamment les budgets, notamment de la justice. Oui. Et aujourd'hui, il y a un rattrapage. Mais le rattrapage, ça ne se fait pas en 1 an ou 2. Ça se fait sur plusieurs années. Et donc, avant qu'on récupère ce qu'on a perdu, je vous dis par exemple, je vous donne un exemple, 2007, il y avait 150 000 policiers nationaux. Et il y a eu effectivement la fameuse RGPP avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Après, on a eu la MAP. Moi, tout le monde a eu ces acronymes. Sauf qu'on a perdu des effectifs policiers nationaux. Et après, il a fallu les récupérer parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque et qu'il nous fallait remplacer les policiers qui étaient partis. Et donc, du coup, ça a pris plusieurs années parce qu'il faut rouvrir des écoles, trouver des moniteurs, des formateurs, etc. Et donc, ça prend 10 ans. Voilà. Et donc, en 2022, on est revenu aux effectifs de 2007. Donc, il a fallu 16 ans pour rattraper 2007 en nombre d'effectifs. Voilà. Et donc, aujourd'hui, effectivement, les missions sont toutes prioritaires. Et quand on écoute nos ministres, c'est lutte antiterroriste qu'on n'avait peut-être pas forcément avant 2015. Qui s'est accentué. Voilà, qui s'est accentué. C'est aujourd'hui, on voit bien protéger les lieux de culte parce que depuis le 7 octobre, il y a eu ce que tout le monde a connu, les violences intrafamiliales qui ont explosé, notamment à partir de la Covid, les dernières crises. Enfin, je veux dire, à chaque fois, le trafic de stupes qui, ça y est, pareil, depuis quelques années, là, s'est développé à vitesse grand V, on ne maîtrise plus rien. Et donc, en fait, tout ça, à chaque fois, on se retourne vers la police. En gros, on fait le 17 et on dit, il faut une réponse sociétale, débrouillez-vous et faites quelque chose. Voilà. Et ça, c'est très compliqué à vivre. Georges en parle souvent dans cette émission. Georges, tu évoques souvent le Beauvau de la sécurité. Oui, alors il y a eu effectivement, tu as raison de le rappeler, Jérôme, un Beauvau de la sécurité. C'était sous le ministère de la Justice, c'était M. Éric Dupond-Moretti. Sous le ministère de l'Intérieur, c'était... en fait, c'est M. Darmanin qui l'a repris. Qui l'a repris, qui avait été initié par son prédécesseur. Oui. On s'en souvient. Qui avait initié, puis en décembre, en fait, nous, on avait, à un moment donné, il y avait une phrase malheureuse aussi du président de la République, qui avait mis le feu aux poudres, notamment sur Brut, où il a dit qu'il y avait des violences policières. Alors là, je peux vous dire que tout le monde a été choqué. Absolument. On l'a très mal vécu, et à partir de là, on a écrit à l'époque au président de la République, on lui a demandé justement de tenir des instances, parce qu'il fallait mettre, comme dans un vestiaire, il y a des fois, vous savez, les équipes de foot ou de rugby, on a besoin de se parler, se dire les mots, les choses, et donc on a créé le Beauvau de la sécurité pour répondre à ces attentes et faire des assises. Qui a quand même donné lieu à quelques petites avancées, on pourrait dire, notamment sur le plan de la protection du policier, on a aggravé certaines sanctions, et on a créé aussi l'Observatoire de la réponse pénale. Qui a disparu très rapidement. Ah ben voilà, c'est la question. C'est-à-dire qu'il y avait un observatoire de la réponse pénale demandé effectivement par les syndicats. On a eu une année, je crois, où il a été mis en place, et d'un seul coup, plus rien. Plus de son, plus de lumière. Donc là, il est... là, on n'a plus de nouvelles depuis 2022. C'est ce que vous vouliez savoir, très légitimement, c'est que deviennent vos procédures. Voilà. Est-ce qu'elles ont suivi ? Comment elles sont irriguées ? Qu'est-ce que ça devient derrière ? Combien il y a de policiers, effectivement, quand les policiers sont blessés ou agressés, ce que deviennent après les réponses pénales ? Et à l'époque, le garde des Sceaux nous avait dit ne vous inquiétez pas, regardez, on a 89% de réponses pénales, tout va bien, etc. Sauf que quand vous allez dans le détail, vous savez, on dit toujours que le diable se cache dans les détails, 89% de réponses pénales, par exemple, un classement sans suite ou un rappel à la loi, c'est une réponse pénale. Alors, donc il faut affiner en fait. Et puis on va affiner, et j'ai bien peur qu'effectivement on découvre des choses qu'on ne doit pas savoir sûrement. Et surtout, ce qui vous touche directement, ce qui vous blesse dans votre chair, c'est les agressions contre les policiers. Vous aimeriez bien savoir qu'est-ce que ça devient et pourquoi notamment
dans une affaire en particulier, je m'en souviens, un policier qui avait été traîné sur des dizaines de mètres par un véhicule, l'auteur avait été condamné à 150 heures de travail d'intérêt général. Oui, à Nantes. À Nantes. Oui. Évidemment, vous l'avez très mal vécu. C'était une tentative d'homicide volontaire. D'avoir voulu traîner avec la voiture sur une centaine de mètres, je crois, un policier qui a eu la vie miraculeusement épargnée. Là-dessus, est-ce que vous avez une revendication, je crois, c'est celle d'avoir des magistrats spécialisés pour juger ce type d'affaires d'agression sur des fonctionnaires sur des policiers. Oui, alors en fait, on s'est rendu compte. Alors, il faut reprendre effectivement. Il y a des policiers, donc notamment il y a aussi des rodéos, des refus d'obtempérer. Enfin, on se rend compte que depuis de plus en plus, de plus en plus, et depuis 10 à 20 ans, le nombre de policiers blessés en service a doublé. Et donc, effectivement, à un moment donné, on se dit, et nous, on est souvent mis en cause aussi. On parlait de l'affaire Naël tout à l'heure. Oui. Voilà, le collègue de l'affaire Naël, en fait, quand vous regardez la procédure de la police pour en discuter avec des professionnels, donc des moniteurs d'intervention, c'est ce qu'on apprend. J'étais encore l'autre jour faire mes 3 tirs réglementaires. J'ai rediscuté encore avec les moniteurs. Ils m'ont dit, je suis désolé, pour stopper un véhicule, on n'a pas d'autre choix que de neutraliser le conducteur. Voilà, ça, c'est ce qu'on nous apprend. Parce que c'est la loi. Et encore une fois, on respecte la loi. Sauf qu'en fait, après, dans les faits, on est accusé, alors qu'on était en mission de service public, identifié clairement, etc. Et donc, du coup, on se dit, mais alors, comment on doit travailler? Et ça, c'est ça qui est choquant, en fait. Et on se rend compte que tout de suite, et je vous parlais de faire le 20h le soir dans une affaire, et là, c'était très déterminant, parce qu'on a un président de la République, et à l'époque, on l'a dénoncé, qui tout de suite a parlé, avant même le procureur de la République, et on savait que d'entrée, le dossier était coloré, et que d'entrée, le policier allait être coupable avant même de pouvoir se défendre. Vous parliez de l'affaire Naël. Naël, oui. Et notamment, n'oublions pas, il y a toujours une présomption d'innocence, y compris pour les policiers, surtout en service. Le président avait dit que c'était un comportement inacceptable, enfin je sais pas. Voilà, enfin c'était des termes. Et derrière, il y avait eu une minute de silence à l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, ça donnait une connotation. Et ça, c'était très choquant pour les forces de l'ordre. Et ce jour-là, d'ailleurs, je pense qu'il y a eu vraiment une cassure entre le politique, entre guillemets, et les policiers de terrain, en se disant, attends, on a bien compris, nous, on est juste une variable d'ajustement, on est juste un matricule, et le jour où il y a un truc qui se passe mal, ou alors on a fait notre boulot et ça ne plaît pas, on appuie sur le bouton et on saute comme des pop-corn. Et d'ailleurs, quand le fonctionnaire de police a été placé en détention provisoire, le directeur de la police, le directeur général de la police nationale, avait pris votre défense qui, à ma connaissance, est sans précédent. Le directeur de la police, Monsieur Vaux, Vaux, en général, ne réagit pas contre une décision de justice. C'est dire à quel point il y avait cette... ça a enclenché les émeutes qu'on connaît. Il y a eu 800 fonctionnaires de blessés. Voilà, il y a eu 59 départements touchés, un tiers des personnes qui ont participé aux émeutes, des émeutiers étaient des mineurs, qui n'étaient pas forcément connus d'ailleurs des services de police. Enfin, je veux dire, ça, on a rappelez-vous, des mairies qui ont été brûlées, des bibliothèques, enfin, je veux dire, c'était vraiment des élus qui ont été attaqués chez eux. Des élus, et c'est à partir de ce jour-là, on a senti qu'il y avait quand même un changement aussi de paradigme. Voilà, donc encore une fois, la police et la justice, ils doivent être main dans la main, puisqu'on parle de ça depuis tout à l'heure. Et on n'est pas l'un contre l'autre, en fait. Et quand on discute avec des magistrats, des professionnels, on parle de Béatrice Brugère, par exemple, qui vient souvent, qu'on a reçu, mais qui est vraiment très très bien, parce qu'elle explique bien les choses, et puis elle a des idées claires, et on se rend compte effectivement qu'on a la même passion quelque part. Et en fait, on a un pouvoir, et ce pouvoir-là, il est au service des citoyens, et nous, notre job, entre guillemets, c'est la protection de ces citoyens, et qu'ils puissent vivre bien. N'oublions pas que la police, ça vient du grec, police c'est la cité, et le policier, il est au cœur de la cité, il fait partie de cette cité, c'est le ciment de cette cité. Voilà. Et donc on a toute notre place, avec la justice aussi, pour essayer justement d'être dans un pays pacifié, dans lequel on vit côte à côte, et sous la même république et la même règle. Alors c'est marrant que vous ayez fait cette référence sur le côté grec, police, parce qu'ici ça s'appelle Agora, Manager Group. Agora, c'est la place publique, c'est l'endroit où on permet l'expression. Et sur News Sécurité, un des 5 médias d'Agora Manager Group, on a cette émission, donc Fennec Security Talk. Et Georges, en travaillant, me disait, puisqu'on parle, nous, ici, souvent du continuum de la sécurité. Alors, l'occasion est venue de pouvoir savoir s'il y a... Oui, parce que nous sommes convaincus ici, dans ce groupe auquel je participe régulièrement, de la nécessité de faire travailler ensemble les différentes forces de police, de sécurité, dirons-nous, que comporte notre pays.
parce qu'il n'y a pas que la police nationale et la gendarmerie, c'est l'essentiel évidemment de nos forces de police et de sécurité, mais il y a aussi tout le secteur privé. Exact. Tout le secteur privé qui est en pleine évolution également. Il y a la police municipale. Il y a, n'oublions pas les gardes champêtres que nous allons recevoir bientôt, on les a jamais reçus. Ils sont d'ailleurs auditionnés en ce moment dans une mission d'information au Sénat. Et souvent d'ailleurs la police parle de tâches indues par exemple, qui pourraient être supportées par un secteur privé qui lui pourrait être formé pour ces tâches-là. Est-ce que vous êtes dans cette logique aussi d'un continuum de la sécurité qui a semble-t-il très bien fonctionné pour les Jeux Olympiques ? Alors, je ne peux pas avoir une réponse oui-non, c'est pas possible, parce que, encore une fois, c'est des discussions qu'il faut avoir, et en fait, il faut distribuer le rôle de chacun. Exact. Et ça, pour ça, il faut bien délimiter et en parler avec les professionnels. Alors, je fais partie d'un syndicat, Force ouvrière, où il y a des policiers municipaux, d'ailleurs, ils sont majoritaires, et donc, du coup, forcément, on a cette discussion avec eux. Et eux nous disent, mais nous, la police municipale, on veut effectivement avoir des prérogatives qui évoluent un petit peu, parce qu'en fait, on se rend compte aussi que quand on fait des contrôles d'identité, c'est compliqué, on ne peut pas fouiller un véhicule, on ne peut pas passer des personnes au fichier, donc en fait, on est aussi limité dans nos actions. Une forme de blocage. Blocage, oui, administratif et judiciaire, donc en fait, il faut faire évoluer les lois. Bien sûr, statutaire. Il faut faire évoluer les lois. En même temps, la police nationale, c'est aussi l'engagement de la République de donner aux citoyens le même niveau de sécurité dans toute la France. Et donc, moi, en fait, on est quand même aussi très attaché aux régaliens. C'est-à-dire que d'un côté, on ne peut pas augmenter les polices municipales tout en diminuant la police nationale. C'est-à-dire que l'un n'est pas incompatible. Mais ce qu'il faut, c'est qu'en fait, on ne vienne pas se substituer. C'est un complément. Voilà. C'est un complément. Et effectivement, on travaille très bien avec les polices municipales. En revanche, et c'est ce que je disais l'autre jour, il y avait le maire de Béziers, on avait sur un autre média, on discutait. Je disais, c'est très bien parce que vous allez faire plein d'arrestations. Par exemple, alors je vais vous citer, pas la ville, mais peut-être que les personnes se reconnaîtront. Il y a eu des vols, par exemple, vous savez, dans les qu'on appelle ça, les maraîchers partagés, des tomates, des trucs, etc. Les policiers municipaux interpellent les gens et les ramènent aux policiers nationaux, il faut traiter l'affaire. Bon, quand vous avez 400 dossiers à traiter déjà par officier judiciaire, vous dites, vous savez quoi, voilà, moi, vous êtes gentil, mais c'est pas ma priorité. Bon, voilà. Ouais. Sauf que, bon, je parle des tomates parce que c'était vrai, c'était dans le 77. Mais bon, mais après... j'ai expliqué qu'en fait, on va nous ramener du chiffre encore plus, en fait, des affaires, etc. C'est normal. On leur demande eux aussi d'être efficaces et de ramener des affaires. Sauf que nous, derrière, on n'a pas assez de mains pour traiter les procédures. Alors, le tout plainte, à un moment donné, on ne supporte plus. Parce que quand on regarde, et là, c'est la justice qui doit aussi se prononcer, quand vous avez en France à peu près 4 400 000 plaintes qui sont prises, police, gendarmerie, voilà. Et que d'entrée, il y a 70% de ces 4 400 000 qui sont classés sans suite par le procureur de la République, mais par contre, on a pris la plainte. Donc le citoyen, lui, c'est insuffisant. Il se dit, mais comment ça se fait que ma plainte, elle aboutisse pas ? Bon, on la classe sans suite. Après, vous avez donc 70% d'entrée. Et en fait, à la fin, vous avez encore un autre classement sans suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et sur les 4 400 000, vous en avez 500 000 réellement qui sont instruites. Donc ça fait 15% du volume global qui, à la fin, va accoucher de quelque chose. Juste que je comprenne bien. Tout le reste, là, les 4 millions. Ah ben c'est sans suite, c'est terminé, c'est à la trappe. D'accord. Donc, à la trappe, c'est un classement sans suite qui est une décision prise par le procureur et qui estime que en opportunité, c'est pas suffisamment grave pour mobiliser une juridiction, ou alors l'auteur, il n'y a pas suffisamment d'éléments, c'est insuffisamment caractérisé, comme on dit. Bah, toujours est-il qu'il y a beaucoup de classements sans suite. Mais souvent, c'est que excusez-moi, mais souvent aussi, c'est que le policier n'a pas les moyens, j'allais dire, en effectif et matériel, de poursuivre, par exemple, un vol de téléphone dans la rue. Bon, à un moment donné, le proc, on va lui dire, il va nous dire, le préjudice est de combien ? Bon, c'est un téléphone qui vaut peut-être, 500 €. Bon, ok, vous avez des images et tout, non, il faut faire une enquête, etc. On sait très bien que ça n'aboutira jamais. Alors, c'est pour ça que, parce que ça passe, le temps passe, mais là, ce qui m'intéresse, pour conclure là-dessus, mais ce qui m'intéresse, parce que là, j'ai un ancien magistrat, et j'ai l'actuel secrétaire général du syndicat unité de la police nationale. Messieurs, de ce que je comprends là, ancien magistrat Georges, ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, on a bien et bien en France un problème quand même en termes de simplification
du traitement de ces données, puisque ce que tu expliquais là, c'est que, effectivement, je l'entends, l'histoire des tomates, on va rester dessus. Bon, le magistrat va dire, bon, écoutez, voilà, il n'y a pas assez de preuves. Du côté de la police, nous, on a récupéré ce que la police nationale nous a donné, on a monté le dossier. Comment on peut faire, messieurs, pour... Moi, je ne peux pas me résoure à ça. Pourquoi? Je sais, c'est pour ça que, volontairement, je la pose cette question. En 2001, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Tolérance zéro ». Je m'étais inspiré de ce qu'avait fait à New York le maire Giuliani. Et je suis convaincu que le moindre petit acte, on parle de tomates, de vol à l'étalage, comme ça, il faut une sanction tout de suite. Ah, mais je suis d'accord. C'est la petite infraction qui va mener ensuite à la moyenne et quelquefois à la grande et très grande délinquance. Donc il faut stopper ça. Je ne dis pas qu'il faut mettre en prison tout de suite, mais il faut quand même gérer. Il faut que moi qui suis celui qui ai produit mes petites tomates dans mon potager partagé, j'ai le sentiment que... C'est pour ça que je suis sûr que Jean-Christophe Couvi est de mon avis. Il faut trouver des moyens peut-être dérivatifs, peut-être des moyens de délégation du parquet qui existent déjà d'ailleurs, pour qu'il y ait un traitement de ce type d'affaires, qu'il ne faut pas simplement classer comme ça administrativement, parce que ça donne quoi? Le sentiment d'une impunité. Bien sûr. Par exemple, le vol à l'étalage, il y a une amende forfaitaire délictuelle en tant que flic, en tant que policier. Moi, j'estime que c'est pas suffisant parce que la personne qui vole lui, en dessous de 500 €, on va lui dire il a une amende. Donc, ok, ça soulage entre guillemets les procédures, mais en même temps, souvent, d'ailleurs, l'amende, la personne la paye pas parce qu'elle est pas solvable ou pas française, enfin, elle est étrangère, etc. Donc, il y a plein de moyens de détourner. Et surtout, c'est qu'encore une fois, pour moi, la réponse, elle est pas à la hauteur. Voilà, c'est pareil pour le trafic de stupes. Voilà, aujourd'hui, une amende forfaitaire délictuelle, effectivement, l'idée, c'est de désenclaver un petit peu les services. Quelqu'un qui a de la drogue sur lui va avoir une amende de 200, 250 €. Voilà, sauf qu'à la fin, quelque part, ça veut dire que vous acceptez l'idée de dépénaliser. Ok, je paye, bon voilà, c'est embêtant, je paye 250 €, 300 €, bon ok, c'est pas grave. Si, quelque part, on nous dit oui, le tout répressif, c'est pas utile, je suis désolé, pour moi, c'est pas de la répression. Voilà. C'est quelque part accepter l'idée de dépénaliser. Et donc oui, le citoyen, lui, il paye des impôts. Et il attend que l'État, il attend que son gouvernement, sa police et sa justice puissent répondre à ses attentes. Un juge, un magistrat, je dis souvent, c'est pas un assistant social, c'est quelqu'un qui doit trancher un conflit dans la société. Et donc à un moment donné, on attend ça, on attend justice. Et quand on voit pas la justice, ça fait quoi? Ça veut dire que quelque part, derrière... voilà, on a un sentiment que notre pays n'est pas à la hauteur, et puis à la fin, ça s'explique aussi dans des urnes, etc. Et c'est cette colère qui monte. Et un jour, et nous, encore une fois, on est au contact de cette colère parce que les citoyens, ils viennent nous voir en direct en nous disant on n'est pas content. Alors ils ne sont pas contre les policiers, au contraire, moi j'ai que franchement des témoignages de soutien dans la rue, les gens viennent nous voir, ne lâchez pas, on a besoin de vous. C'est contrairement d'ailleurs, il y a plus de volume de gens heureux de la police que de criards dans l'Assemblée nationale, sur la gauche de l'Assemblée, là, qui dit effectivement que la police tue. Voilà, heureusement ils sont minoritaires. Mais du coup, on sait que nous, on n'a pas une police qui doit répondre aux attentes de nos citoyens, et ça, c'est super frustrant. Frustration, certainement, mais le temps passe. Malheureusement, on aurait pu encore continuer. Georges, ça a été une fois de plus un plaisir. Juste peut-être un petit mot, une réflexion de conclusion par rapport à cette thématique que tu as souhaité, notre police face à la délinquance. Toi, l'ancien magistrat. J'ai retenu de ce qu'a dit aussi Jean-Christophe Couvi que la police, le policier, c'est un métier de vocation et de passion. Il y a un événement qui m'a marqué comme tous les Français et au-delà, c'est le 13 novembre 2015. Et là, on a vu une police exemplaire, une police prête à se sacrifier pour sauver des vies, voyez-vous. Et je me souviens de l'élan qu'il y a eu à ce moment-là de toute la population envers sa police. Il y a même une chanson de Renaud, J'embrasse la police. J'ai embrassé un flic, j'allais vous en parler. C'est cette police-là qui fait honneur à notre pays, et pas ces quelques, je dirais, minorités politiques qui prétendent que la police travaille au faciès ou qui tue. Voyez-vous. Donc voilà, je voudrais recevoir cette note positive, et je crois que Jean-Christophe Couvi l'a très bien étayé lors de cet entretien. C'est marrant parce que pendant qu'il parlait, je pensais à cette phrase, à cette chanson de Renaud, J'ai embrassé un flic, qui plus est quand même
Renaud, il le dit dans sa chanson, hein, Ouais, si j'avais pu imaginer qu'un jour, moi, Lanty, je viendrais à faire ça. C'est quand même quelque chose, ça, qui, pour finir... C'est très fort. C'était très fort, on a encore les frissons, hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a partagé. Et en fait, cet esprit de sacrifice, on l'a toujours. Nous, on est les seuls, des fois je le dis aussi à certains députés, vous savez, quand vous allez à l'Assemblée nationale, vous ne risquez pas votre vie. Nous, tous les jours, on risque notre vie parce que, justement, au service des citoyens. Et tous les jours, nous, on la met sur la table, notre vie, quand on va dehors. Et le soir, ça se trouve, on ne va pas rentrer, voir nos femmes, nos enfants, nos conjoints, conjointes. Et ça, on l'a à l'idée. Et depuis 2015, effectivement, on a changé de paradigme. On sait qu'aujourd'hui, être policier dans la rue, c'est avoir une cible dans le dos. Et c'est pour ça que les policiers municipaux, souvent, on demande à ce qu'ils soient armés. Alors, au moins leur laisser le choix. Parce qu'un terroriste, lui, ne fait pas la différence. Il voit un uniforme, c'est un uniforme. Donc ça, c'est très important. Et effectivement, cette relation avec les citoyens, on l'a déjà, mais il faut la retravailler, parce que le policier, il n'est pas là non plus que pour la répression. Être policier, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est au contact des citoyens. Et en fait, il faut une police de contact, de proximité. Et ça, on a perdu ce pouls avec nos citoyens, parce que quand on connaissait les gamins par leur prénom, on pouvait aller voir les parents, leur dire « Attention, votre fils, il a fait une bêtise, etc. etc. » Et aujourd'hui, malheureusement, certaines personnes dans certains quartiers ne nous connaissent plus. Et donc, en fait, pour eux, on devient une bande rivale. Alors, on va partout, mais en nombre. Et ça, c'est ce qui nous manque. Et pour regagner ce lien dans certains quartiers, ça va mettre des années, avec une volonté politique derrière, de mettre... la police de proximité, il faut le dire. Il faut le dire. Nous avons reçu un flic, en l'occurrence, c'était le major Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Unité de la police nationale, dans l'émission Fenech Security Talk. Merci Georges. Merci Jérôme, merci Jean-Christophe. Merci à vous deux. Merci beaucoup d'être venu, et puis restez en ligne, parce que je pense qu'on va se retrouver dans pas très longtemps pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, et puis écoutez la chanson, peut-être, ça vous donnera des idées. Voilà.